pour nous décrire voilà, ce qu'il a vu courant cette étude et voilà, ce qu'il a compris, etc., etc. Merci, Khaled. Quelles sont les conséquences du discours raciste du 21 février sur les mouvements bloqués en Tunisie? Et comment les mémorandums renforcent les politiques racistes et l'approche autocratique en Tunisie? Alors, après le discours du président de la République Faisal le 21 février 2023, les actions de violence et du racisme sociétal se sont multipliées entre les citoyens tunisiens et les migrants d'Afrique subsaharienne, notamment dans les régions aériennes et space. Ainsi, le discours présidentiel et le discours du Parti national tunisien sont les moteurs d'action et de pratiques racistes. Et après les actions racistes survenues dans la région de Sfax le 3 juillet 2023, le pouvoir politique tunisien a décidé d'emprisonnement des migrants aux frontières tunisiennes algériennes et tunisiennes libyennes. Dans ce contexte, sous la direction de la PDS, le Forum tunisien pour le droit économique et sociaux, j'ai rédigé une étude sur la situation des migrants dans une petite zone ou bien entre d'Ajra, dans la région du Bouzer et à la frontière tunisienne algérienne. Le nom de cette petite zone est Wadi el-Mrata. Wadi el-Mrata est situé dans le village de Hassibri, dans la délégation de Tounaza, dans la région du Bouzer, alors au sud-ouest de la Tunisie. Cette zone aussi est située à 1 km à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. L'étude de cette étude est Wadi el-Mrata, un espace ouvert à la double absence. Et cette étude s'appuie aussi sur le traitement des données quantitatives et qualitatives. Sur un total de 160 migrants bloqués à Wadi el-Mrata, nous avons rempli 53 questionnaires, soit 33,12% du nombre total des migrants, des champions du banque représentatifs. Et concernant les données qualitatives, j'ai utilisé les entretiens spontanés et la technique d'observation dans l'espace. Et tout d'abord, direct de manière générale, j'ai présenté les profils des migrants du Wadi-el-Mrata. Les migrants bloqués dans cet espace sont originaires des pays et nationalités suivantes: Niger, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Soudan, Sierra Leone, Cameroun, Burkina Faso, Guinée-Conakry et Gambie. Et parmi les migrants, nous trouvons 13 ou 14 femmes et 9 enfants. Et l'espace du Wadi-el-Mrata est considéré comme un espace jeune. Selon les champions du titre, 13,20% au moins de 20 ans, 22% entre 20 et 30 ans, et 64% entre 30 et 40 ans. Et 83% des champions étaient célibataires, 15% mariés et 1,9% divorcés. Et il y a 94% entre les migrants bloqués à la frontière ont immigré individuellement. Et 5,7% ont immigré avec leur famille. Et concernant le niveau d'éducation, 37% avaient un niveau d'éducation primaire, 45% avaient un niveau secondaire, 15% avaient un niveau universitaire et 1,9% n'avaient pas étudié. Cela confirme que les déclarations des efforts de droite et des populistes sont incorrectes. Ce courant politique prévoit toujours l'idée que les migrants sont instruction et sanctifiés. Et maintenant, concernant le profil social des migrants, 37% sont en chômage, 35% engagés dans l'emploi précaire, 13% sont des artisans, 7% sont des étudiants et 3% travaillant dans les domaines du commerce et il y a 1% sont ouvriers. Et maintenant, je vais vous présenter quelqu'un du pays que les migrants ont traversé pour entrer la Tunisie. Par exemple, les migrants originaires de Soudan et qui
quittent leur pays, du Tchad et du Niger, d'Algérie, puis la Tunisie. Les migrants originaires gambiens quittent du Gambie, Sénégal, Mauritanie, Algérie, puis la Tunisie. Par exemple, aussi, les migrants originaires syriens quittent leur pays, Guinée, Mali, Algérie et Tunisie. Ici, la remarque qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont entrés par l'Algérie. Dans ce contexte, 77% des champions du pays confirment que la gendarmerie algérienne a poussé des forces vers la Tunisie. Pour les raisons de leur migration sont les suivantes. 52% à cause des guerres, 28% en raison des conditions socio-économiques, 11% en raison des troubles politiques et 3% à cause du climat, et 10% pour des raisons de santé et de recherche la liberté. Dans ce contexte, 48% des migrants confirment le droit d'émigrer en Europe et 58% sont des demandeurs d'asile parce que beaucoup d'immigrants en Europe sont originaires syriens. Alors, à travers les histoires des migrants et selon les recherches empiriques, il devient clair que Kais Saïd affirme que les migrants sont projet colonial et changer la composition démographique en Tunisie, son discours populiste, raciste et incorrect. Et après cette réflexion, quelles sont les conséquences pour les migrants? Les conclusions les plus importantes dans cette étude est les suivantes. Le 5 juillet 2023, après les actions racistes d'espace. Et la date officielle qui est considérée comme un espace ouvert pour la télévision des migrants. Selon l'Institut national de météorologie, la température dans la région du Bozor durant cette période était 49 degrés. Tous les migrants sont du soleil et du ciel. Et d'après les observations, Ouedinogata montre tout le nécessaire et les éléments de la vie sociologique. Par exemple, nous ne retrouvons pas l'eau, l'électricité, il est difficile pour les ambulances d'entrer dans cet espace. Et tous les migrants confirment que l'espace est rempli d'insectes nuisibles. Et 96% déclarent que l'espace n'a pas adapté pour l'habitation. 88% des champions confirment ne pas avoir reçu d'assistance médicale en Tunisie. Dans ce contexte, 52% des migrants confirment qu'ils sont bien pour blessures du gouvernement. Et 53% des champions ont été exposés à des actions racistes en Tunisie. Des actions racistes, quelles que soient sociétales ou bien par la police. Et selon les observations aussi, les migrants ont subi des tirs de gaz lacrymogène par de la garde nationale ou bien la garde frontière tunisienne. Dans tout ce drame, 100% des champions confirment qu'il n'a pas reçu l'aide des organisations internationales, essentiellement l'OIM, HCR et TFS. Oui, le Forum tunisien pour le droit économique et social, le bassin de Rivière et le Croissant Rouge à Rivière, avec beaucoup de militants et militantes, de citoyens et citoyennes, ont fourni ou bien une aide humanitaire aux migrants. Alors, à travers les histoires des migrants, les événements dramatiques du justice, en septembre et octobre 2022, et à travers la déclaration du président de la République du 21 février, il apparaît clairement que Kais Saïd utilise la politique de sécurisation de la migration et du concept de micro-politique. Sur le micro-politique du gouvernement tunisien, après le 25 juillet, décide qu'il va mourir au Méditerranée et aux frontières. Le système politique criminalise les opérations de sauvetage à travers une étude quantitative et qualitative sur les dimensions climatiques et environnementales et le développement du projet migratoire dans la communauté du pêcheur du Faubourg à Gergis. J'ai publié avec la Fondation Rosa Luxembourg en février 2024 une approche non souveraine pour la Tunisie. Concernant la transition énergétique verte, Khaled, c'est juste parce que par rapport au mémorandum, c'est Brigitte aussi, elle va en parler. Donc, ouais. Non, je vais laisser juste pour la partie énergétique. Si on peut passer rapidement, quoi. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Vas-y. Parce que je termine avec une autre question sur le mouvement de protestation des politiques ou bien le mouvement de gauche en Tunisie.
concernant la transition énergétique, l'utilisation et la consommation d'énergie dans un pays non énergétique comme la Tunisie entraîne l'épuisement des classes sociales, le rôle des organisations internationales et des intérêts de l'Union européenne. Dans d'autres termes, le mémorandum est un symbole du renforcement de l'approche autocratique en Tunisie, est un symbole d'énergie des actions racistes et de l'injustice, quel que soit entre les pays du Sud ou du Nord, ou bien entre les pays africains. En conclusion, et à travers des recherches empiriques et l'analyse de documents, il est bien clair que la trajectoire politique après le 25 juillet 2021 est une trajectoire anti-migrant et anti-démocratie. La question ouverte et importante est donc la suivante. Comment les mouvements sociaux tunisiens et transnationaux luttent pour parvenir à la démocratie et pour la chute du régime autocratique? Mais il y a une autre question plus importante. Comment pouvons-nous renforcer la puissance du mouvement politique et des élites démocratiques et de gauche en Tunisie? Parce que, dans mon étude que j'ai publiée avec la Fondation Rosa Luxembourg, j'ai posé la question suivante aux pêcheurs. Avez-vous confiance que la trajectoire du 25 juillet 2021 fera progresser le secteur de la pêche? La réponse était la suivante. 6%, beaucoup de confiance. 17%, n'a pas beaucoup. 75%, aucune confiance. Mais, selon les entretiens semi-directifs, les pêcheurs recherchent une alternative politique. Alors, il est donc nécessaire de renforcer les efforts du mouvement politique de position démocratique et de gauche, mais comment et ainsi. Merci Khal. Merci Khal, c'était très complet. Donc l'image d'une Tunisie avec un président qui fait la promotion d'un discours raciste, qui au final donne des gens qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, dans des conditions sanitaires très négatives, mais aussi ce président a réussi à avoir une légitimité grâce à un mémorandum. Ce mémorandum, il impose une certaine dynamique interne qui est la dynamique sécuritaire, parce que comme tu viens de le dire, ce qui intéresse l'Europe, c'est le lien entre la police européenne et la police en Tunisie. Donc cela nous fait passer à la question de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne. Donc, et là, je laisse Brigitte mieux nous expliquer comment ça se passe, comment ça se manifeste à travers ce mémorandum, mais au-delà de ce mémorandum, comment ça se passe exactement, surtout qu'on est dans un cadre populiste de droite, que ce soit en Europe ou en Tunisie.
ça fonctionne mieux? D'accord. Pour le résumer, à coup de subsides, du coup, l'Union européenne et ses États membres se déchargent sur des États dits tiers, donc non membres de l'Union européenne, qui sont souvent autoritaires ou faillis, des obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationales ratifiées. L'Union européenne, pour ça, elle a multiplié depuis des décennies les cadres de coopération qui sont absolument divers. Et le dernier en date, c'est ce qu'on appelle la soft law, c'est l'informalisation du droit, c'est-à-dire des arrangements et non plus des accords avec des pays dits tiers, parce que c'est plus facile, moins pénible et moins long à négocier que de véritables traités internationaux, et surtout, ça n'est pas soumis à la supervision démocratique des parlements. Donc, le premier modèle de la soft law, c'est-à-dire d'un arrangement avec un pays tiers, c'est la Turquie. Et c'est la fameuse déclaration, et j'insiste sur le terme déclaration parce qu'on parle souvent d'accord, mais encore une fois, c'est de la soft law, donc c'est une déclaration, un statement entre l'Union européenne et la Turquie en 2016. On négocie donc avec des acteurs dits clés, et un de ces acteurs clés, évidemment, c'est la Tunisie. La Tunisie, elle est dans la ligne de mire de l'Union européenne depuis belle lurette, en vrai, et ce mémorandum d'accord de 2023 n'est que le dernier pays notoirement failli comme la Libye. Et donc, la Tunisie, elle va très vite devenir l'une des principales cibles de la politique d'externalisation en vue de bloquer les passages sur la route de la Méditerranée centrale. Dès 2014, il y a un partenariat pour la mobilité qui est conclu entre l'Union européenne et la Tunisie. Mais en 2018, notamment, l'Union européenne, en tout cas la Commission, elle invente de nouveaux concepts pour confiner les exilés dans des pays situés à l'extérieur ou en périphérie de l'Union européenne. Et l'un de ces nouveaux concepts, au-delà de l'approche hotspot, on n'a pas le temps d'y revenir, l'un de ces concepts, c'est les plateformes de débarquement régionales, c'est-à-dire des camps de tri externalisés au service de l'Union européenne, qui sont destinés donc aux exilés qui sont secourus ou interceptés en mer, et évidemment le renforcement des capacités d'interception des gardes-côtes tunisiens. Ces plateformes de débarquement, ça me permet d'insérer l'approche hotspot, elles reprennent exactement le schéma des hotspots, c'est-à-dire des centres de tri et de confinement, de privation de liberté aux portes de l'Union européenne, en l'occurrence en Grèce et en Italie, à la différence près que ces plateformes de débarquement, elles prévoient un tri qui n'est pas opéré par des agences européennes, en l'occurrence c'était Europol, Frontex, mais aussi l'ancien bureau d'appui pour l'asile, l'EASO, qui est devenu donc l'agence européenne pour l'asile aujourd'hui. Donc c'est pas opéré par des agences européennes, mais par des organisations internationales telles que l'OIM et le HCR. La plupart des pays qui sont ciblés pour ces plateformes de débarquement régionales, c'est des pays d'Afrique du Nord, et dont la Tunisie, qui vont rejeter cette proposition. Et effectivement, la Tunisie va, aux côtés de ces autres pays africains, déclamer haut et fort que ce plan ne lui convient pas et qu'elle ne consentira jamais à devenir le garde-frontière de l'Union européenne. Et pourtant, ceci n'est qu'un discours, puisque ça fait déjà bien longtemps qu'elle accepte, à travers divers outils, de contrôler les exilés, et notamment les exilés originaires d'Afrique subsaharienne, sur son territoire. L'Union européenne ne s'avoue pas vaincue pour autant, malgré ces déclarations, puisque la Tunisie, comme on va le voir, va réunir bientôt tous les ingrédients
pour devenir une zone de contrôle migratoire, et ce, à mesure que la situation sécuritaire en Libye se dégrade et qu'elle devient clairement la nouvelle cible de la stratégie européenne pour externaliser ses frontières. Elle est très vite considérée comme en tout cas identifiée comme un pays de transit et de départ, et elle présente des enjeux importants pour l'Union européenne en matière de contrôle migratoire. D'abord parce qu'à l'époque où ça commence à être négocié avec l'Union européenne, la Tunisie est encore un pays relativement stable, qui est encadré par des pays en conflit. L'Algérie à l'ouest, la Libye à l'est, et qu'elle offre encore à l'époque un cadre démocratique, vous avez vu mes guillemets, et qui est à l'époque considéré comme essentiel pour la gestion des migrations dans l'espace méditerranéen. Et donc, en 2020, l'Italie et la Tunisie, elles vont conclure un accord qui s'accompagne d'une enveloppe de 11 millions d'euros pour renforcer les contrôles aux frontières de la Tunisie, et en particulier quant à la surveillance maritime, qui est un enjeu fort pour l'Union européenne. En 2021, une nouvelle aide financière est apportée à la Tunisie, et il est demandé à la Tunisie, et je cite, de faire preuve d'effort pour empêcher les personnes migrantes d'arriver en Europe. En vrai, il s'agit bien ici de construire, de transformer la Tunisie en nouvelle hotspot, cette fois hors de l'Union européenne. Et donc, ce mémorandum d'entente, qui est décrit comme un partenariat stratégique et global et qui est conclu donc, le 16 juillet 2023, est un accord, un arrangement, devrait-on dire, qui va effectivement, comme l'a dit Khalid, perpétuer l'inégalité nord-sud. Et comme le disent nos amis de survie, ça va être un arrangement entre amis racistes. Et donc, la réunion à Tunis qui a lieu pour négocier cet arrangement, il se fait, et ce n'est pas anodin, entre le président tunisien, mais aussi avec la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui est ouvertement raciste, et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et évidemment la présidente de la Commission européenne. Donc ce mémorandum d'entente, ce MOU, comme on dit, Memorandum of Understanding, c'est une déclaration d'intention politique entre l'Union européenne et la Tunisie en vue d'améliorer la coopération bilatérale entre ces deux espaces, de relever des défis communs et en réalité d'augmenter la coopération en matière migratoire. Donc Khalid l'a dit, c'est un texte qui est divisé en 5 chapitres, et évidemment le nœud, pour nous en tout cas ici, c'est le chapitre sur la migration et sur la mobilité. Ce mémorandum, et c'est important, il n'est pas contraignant. Il ne crée pas d'obligation en soi, il présente une série de plans d'action qui seront progressivement étoffés et destinés à être transformés en instruments juridiques qui devront être approuvés avant d'être mis en œuvre. En réalité, il est pensé comme n'ayant pas d'implication immédiate et qui nécessite de signer de véritables accords a priori bilatéraux. Donc on l'a dit, c'est un texte qui est dans le sillage de l'externalisation, puisque la Tunisie, comme la Libye avant, est considérée comme l'une des principales portes d'entrée pour les exilés qui souhaitent atteindre les côtes européennes. Et effectivement, ça concerne à la fois des ressortissants tunisiens qui tentent de fuir les politiques répressives du pays, mais également d'autres nationaux comme l'Égypte, tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, mais aussi la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh. L'Italie est particulièrement intéressée par cet arrangement, puisqu'elle est considérée, en tout cas elle considère la Tunisie comme un allié pour freiner les arrivées vers elle, elle se considère comme le premier point d'entrée pour des milliers d'exilés qui chaque mois tentent de traverser la Méditerranée.
Si on parle de budget, c'est intéressant de se dire qu'à la base, le mémorandum, il reste vague sur des montants qui seront alloués, et d'ailleurs qui sont dès le départ décrits comme évolutifs, c'est-à-dire qu'ils pourront changer en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, mais certains chiffres préliminaires sont dès le départ annoncés. On parle d'abord de 105 millions qui seront alloués, puis très vite, la somme de 105 millions d'euros est annoncée comme un premier soutien budgétaire au gouvernement tunisien, qui lutte, vous le savez, depuis des années, et en particulier ces dernières années, pour maîtriser ses finances publiques. En réalité, c'est une aide financière qui arrive à point nommé pour la Tunisie, puisqu'elle est un allié de l'Union européenne qui a bien besoin de ces fonds, puisqu'elle est endotée à l'époque à 80% de son PIB, et elle se retrouve dans l'incapacité d'emprunter à l'étranger, ce qui entraîne évidemment des pénuries régulières de denrées, alors la farine, le sucre, le riz, puisque ces achats, normalement, incombent à l'État. Et donc, à l'époque, la diplomatie européenne, elle s'inquiète d'un risque d'effondrement potentiel du pays. Et donc, elle va très vite dire, ce pays qui est considéré comme au bord de la faillite, il va être accepté, parce qu'on se demande souvent quel type de carottes, quel type d'incitations sont mises en avant pour permettre à ces pays dits tiers de collaborer, de coopérer dans le blocage, dans les entraves à la mobilité, y compris de ses propres ressortissants. Et donc clairement, la carotte ici, elle est absolument financière. Pour autant, l'argent qui est fourni aux autorités tunisiennes, elle est sous forme de bateaux de recherche et de sauvetage, de véhicules, de radars, de drones, d'autres types d'équipements de patrouille, et aux organisations internationales qui travaillent sur le terrain, donc on l'a dit, l'OIM et le HCR. Ce qui est intéressant, c'est que le versement de ces fonds n'est pas lié à un objectif chiffré de réadmission annuelle ou de réduction des arrivées, en tout cas sur le papier. Et la Tunisie est assurée du fait qu'elle ne sera tenue d'accepter que le retour de ses propres ressortissants et non pas celui des autres demandeurs a priori d'asile qui traversent le pays pour tenter d'atteindre l'Union européenne. Alors c'est intéressant de se dire que pour ces derniers, ce qui est mis sur la table, c'est cela se fera sur une base dite volontaire avec le soutien de l'OIM et du HCR. Ursula von der Leyen déclare que l'Union européenne est prête à fournir une aide supplémentaire qui peut aller jusqu'à 900 millions d'euros. C'est un cadeau financier incroyable de la part de l'Union européenne au regard de la dérive autoritaire en Tunisie. On l'a vu avec Khalid. D'une part, il n'y a pas de disposition dans ce mémorandum relative aux droits de l'homme, en plus des clauses traditionnelles de l'Union européenne que l'Union associe à des programmes d'aide à l'étranger. Évidemment, malgré les preuves de plus en plus documentées de nombreux refoulements et de traitements violents et racistes à l'encontre des migrants, en particulier des exilés noirs sur le territoire tunisien. Il faut ici parler d'autoritarisme, puisque le président, vous le savez, dès 2021, s'arroge tous les pouvoirs et il met en œuvre l'état d'exception. Il limoge à l'époque le chef du gouvernement et suspend le Parlement pour une période initiale de 30 jours. Depuis, le président il légifère par décret-loi. Les restrictions aux libertés publiques sont légion. Et en 2022, il annonce clairement la dissolution du Parlement. Et en juillet de la même année, une nouvelle constitution est adoptée. Dans cette dérive autoritaire, effectivement, un racisme d'État s'est peu à peu construit envers les personnes migrantes et envers les Tunisiens de l'intérieur qui partent vers des régions côtières parce qu'ils sont perçus comme des candidats à l'immigration. Je ne vais pas revenir sur le racisme dont tu as parlé très clairement. Pour autant, malgré les exactions qui ont eu lieu, notamment à Sfax, suite au discours de haine discriminant et raciste du président envers les personnes migrantes, eh bien, l'Union européenne n'a pas reculé
dans sa coopération avec la Tunisie. Et malgré cette dérive raciste et autoritaire, a priori, dans un premier temps, les dirigeants européens ne font pas mention de cet autoritarisme et de ce racisme, même si l'Union européenne se dit à l'époque préoccupée, je cite, par la détérioration, bon, j'ai du mal, de la situation politique tunisienne. Pour autant, et c'est important de le noter, le Parlement européen, très récemment, s'est prononcé, donc le 13 mars 2024, et il a adopté une résolution par rapport à l'adoption de cette mesure spéciale, donc de l'allocation de 150 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour 2023. Il a critiqué le travail de la Commission concernant ce mémorandum et le versement en une seule tranche de 150 millions. Donc il invite ce Parlement européen, la Commission, à préciser pourquoi elle a choisi de décaisser d'un seul coup, en une seule tranche, ces 150 millions, au lieu de permettre un décaissement progressif. Le Parlement pointe la réduction à néant de l'option de suspendre les décaissements ultérieurs si jamais une nette érosion des valeurs fondamentales devait être observée. En vérité, cette détérioration, elle a déjà lieu sur l'état de droit en Tunisie, donc on l'a vu depuis juillet 2021. D'ailleurs, ça constitue un barrage au développement économique de la Tunisie. Donc en vrai, le Parlement européen, il demande à la Commission de préciser quelles garanties elle va obtenir des autorités tunisiennes, et est-ce que ce Parlement sera autorisé à visiter les sites des projets qui sont financés par l'Union en Tunisie et à exercer donc son rôle de surveillance et de contrôle. Elle l'appelle à clarifier la situation en fournissant une réponse complète par rapport à ces doutes. Je terminerai en vous disant que ce mémorandum, évidemment, n'est pas un cas isolé. C'est un peu la tendance actuelle. Il y en a énormément de ces arrangements, de ces protocoles d'entente, de ces protocoles d'accord avec les pays dits tiers. Et la Tunisie risque de devenir un énième modèle pour l'Union européenne, puisque le 17 mars 2023, elle a conclu un accord, un arrangement, un accord informel, comme on voudra l'appeler. Elle l'appelle le partenariat global avec l'Égypte, en soutien de l'économie égyptienne, qui est effectivement actuellement en grande difficulté, en échange d'un renforcement des contrôles aux frontières afin de stopper les départs et de faciliter, encore une fois, les réadmissions. Le financement de l'Union européenne pour l'Égypte, il sera délivré sous forme de prêts sur une période ciblée, 2024-2027. Et écoutez bien, il s'élèverait à 7,4 milliards d'euros, dont un peu plus d'1 milliard qui seront décaissés selon une procédure d'urgence, encore une fois, puis 4 milliards dans un temps plus long. D'ailleurs, 200 millions de ce budget seraient alloués à la migration. Cette somme, et vous l'avez compris, elle est bien plus élevée que celle qui est allouée à la Tunisie. Elle permet a priori de financer des bateaux de surveillance des côtes, des moyens pour renforcer les forces de sécurité égyptiennes, ainsi que la surveillance des frontières avec la Libye et le Soudan. Ursula von der Leyen s'est engagée, écoutez bien, à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, mais elle n'a pas donné plus de détails quant à cette précision. Et pourtant, en novembre 2022, les eurodéputés avaient pourtant voté une résolution rappelant la situation alarmante des droits humains en Égypte. Une situation dont l'Union européenne fait fi dans ses nombreux marchandages, puisque ce qui compte a priori pour elle, c'est d'entraver coûte que coûte, quel que soit le prix exorbitant à la fois financier et humain de ces marchandages. Merci. Merci beaucoup Brigitte. Donc ce que je note, c'est qu'il y a surtout un discours qui ne ressemble pas du tout à la réalité. Quand le président tunisien ou la Tunisie, elle dit haut et fort qu'elle est contre le fait qu'elle devient un garde-frontière, mais au final, elle le devient progressivement et qu'elle l'est déjà. Et que de l'autre côté,
l'Union européenne, même si elle dit d'avoir changé l'idée de hotspot, elle est en train de transformer la Tunisie en hotspot et la Tunisie est en train d'accepter. Donc il y a un double discours sur ce niveau, mais il y a aussi un double discours au niveau européen. Donc quand Ursula von der Leyen, elle va en Égypte pour dire qu'il faut promouvoir les droits humains, cela montre effectivement qu'il y a une problématique à ce niveau-là, surtout qu'on est dans une année d'élection européenne 2024. Et là, je passe la parole à Sissoko et je vais faire le lien avec la question ouverte de Khaled, qui était sur les mouvements, sur les mouvements sociaux et leur rôle dans toute cette dynamique. Et donc, je pense avec l'expérience des collectifs des sans-papiers, dont vous avez eu l'expérience de comment ça se gère, comment ça s'évolue, etc., etc. Et donc, sur ce volet-là, nous voulons écouter ton intervention. Voilà. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Anzouman Sissoko de la Marche de Solidarité, aussi du collectif des sans-papiers 75 et de tout le mouvement des sans-papiers européens. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire quelques mots sur la Tunisie quand même, parce que je pense que le président tunisien a tenu des discours de haine anti-noirs. Il faut le reconnaître, c'est du racisme pur et simple, parce qu'il est allé même voir à dire un complot contre la Tunisie. Et ce genre de discours racistes, des arrestations à tout va, sur les personnes des droits de l'homme, ça arrange, entre guillemets, les partis d'extrême droite tunisiens. Et en plus du mémorandum, ce genre de discours, ça l'aide à réprimer tout ce qui a été dit par rapport à son comportement, par rapport aux accords qui ont été signés entre l'Union européenne et la Tunisie. Ces périodes-là, il parle de 2 millions d'étrangers, de noirs, alors qu'en réalité, c'est 21 000 personnes. Et parmi ces 21 000 personnes, il y avait des étudiants, des gens qui sont venus étudier. Et à la fin des études, on sait que tout le monde ne va pas rentrer. Mais moi, quand j'étais étudiant, à l'époque, l'université se trouve à Dakar seulement. Dans les années, il y a 40 ans, il n'y a pas d'université au Mali. Pour aller à l'université, il faut aller à Dakar. L'école de médecine se trouve à Dakar. Les gens qui ont la chance de faire ces études-là, tout le monde ne revient pas au Mali, reste au Sénégal. Donc un peu plus tard, les gens ils vont en Tunisie, au Maroc, parce qu'ils n'ont pas le moyen de venir en France. Ces personnes s'installent. Ils parlent de tout ça comme des migrants qui posent problème au niveau européen. Et d'ailleurs, par rapport à ça, nous avons, dans la lutte des sans-papiers en France, je vais parler d'abord de la directive européenne sur l'immigration de 2004, qui est à la base de toute cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et cette année-là, nous avons fait une mobilisation à Bruxelles pour manifester contre les institutions européennes, parce que cette directive, elle fixe quand même l'entrée et le séjour des migrants au niveau européen. Et quelques années plus tard, avec nos camarades tunisiens, on a fait la caravane pour prendre le bateau à Gênes en 2013, avec 15 sans-papiers avec les passeports de leur pays d'origine. Et on a eu la chance d'avoir parmi nous un Tunisien sans papier avec son passeport. Donc arrivé à la Goulette, merci à Mouhidine qui est en face de moi, il est resté plus de 45 minutes au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères. Tu me corriges hein, si j'ai dit des bêtises de l'époque. Ici c'est Darmanin qui gère tout ça. Mais en Tunisie c'est le ministre des Affaires étrangères pour négocier, pour que nous puissions rentrer, passer le Forum social mondial et puis retourner en France. Mais finalement, les accords internationaux disent qu'on ne peut pas rester au-delà de 3 jours, sinon on devient des problèmes tunisiens. Donc comme il y a des camarades parmi nous qui n'ont pas de papier, donc nous on a préféré de ne pas mettre ces gens-là en danger, de retourner à Gênes. Au bout de 18 heures de palabre, d'occupation du passerelle du bateau, pour enfin retourner à Gênes. Et nous sommes rentrés en Gênes avec des OQTI, des obligations à quitter le territoire italien. Mais tout s'est bien passé parce qu'au départ, on avait écrit à toutes les institutions de 3 pays, hein, la Belgique, la France, la Tunisie et l'Italie. Et aucun de ces pays n'a répondu, sauf le ministre de l'Intérieur
de l'époque français, qui est Valls, et le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Hérault, si j'ai bonne mémoire. Donc le Premier ministre plutôt, Hérault, si j'ai bonne mémoire. Ils nous ont répondu en disant, mais une délégation protégée, c'est quoi? Et ils ont fait des recherches. Le seul truc qu'ils ont trouvé, dans le terme que nous avons utilisé dans le courrier, d'une délégation protégée, c'est la première fois où ils sont allés visiter l'État d'Israël, il y a 50 ans. Ils ont vu que cette délégation, pour aller visiter le tout nouveau pays d'Israël, sont partis en Israël sous statut de délégation protégée. Ils n'ont pas compris que nous, ce qu'on veut, c'est donner un visa à ces 15 sans-papiers pour qu'ils puissent aller au forum de Tunisie et revenir. C'est aussi simple que ça. Un visa, ce n'est pas un titre de séjour. Un récépissé de 3 mois, il peut y aller en Tunisie, faire le forum social mondial et revenir. Et à la fin du 3 mois, c'est caduc, ils redeviennent sans-papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils ont cherché dans les archives. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est cette délégation protégée dans les années 60 ou 67, je ne me souviens plus de cette année-là, pour nous répondre dans ce courrier. Donc, nous, en tout cas, on a compris que la lutte, elle est très importante. Et la lutte, ça paye toujours. Et de cette région-là, on a créé, les années suivantes, une coalition internationale des sans-papiers qui est un peu partout. En 2014, on a fait une réunion en Italie où il y avait des familles, des Tunisiens qui ont perdu, entre guillemets, leurs enfants dans le parcours de la migration vers la famille des disparus. Merci. Donc nous avons fait beaucoup d'actions avec eux. On a fait l'année suivante des actions à Bruxelles encore pour dénoncer les politiques européennes sur l'immigration. Mais tout ça, c'est pour vous dire que l'impérialisme et le néocolonialisme, c'est ça qui tue les migrants. Et aussi, tous les chiffres ont montré, je ne parle pas de ces dernières années, mais les camarades ils vont me corriger, qu'il y a plus de morts pour des raisons climatiques dans le monde que de guerre. Mais personne ne s'en fout. Ils s'en foutent parce que souvent les guerres sont préparées par les impérialistes. Ils sont responsables de tous ces problèmes-là. Donc, du coup, ils tiennent compte de ceux qui meurent pour des raisons de guerre que des raisons climatiques. Donc, pour revenir en France avec la lutte des sans-papiers, nous avons dit que ce qui nous reste, en tout cas, c'est la rue. C'est la rue qui nous reste. Il ne faut rien chercher dans le droit, il ne faut rien chercher dans les textes de loi qui permettent de dire, entre guillemets, il faut passer par là pour avoir raison. Il n'y en a pas. Parce qu'avant, on mettait les gens en prison hein, où on les expulsait s'ils violent, s'ils font des agressions très dangereuses, ou même avec la drogue, même avec souvent des violences physiques, on part en prison. Moi, en 2001, j'ai fait des promenades avec des jeunes sénégalais, maliens, qui ont vendu la drogue. Aujourd'hui, le fait de voler le métro parce qu'on n'a pas de ticket, c'est considéré comme un délinquant. Traverser, vendre à la sauvette pour survivre. Par exemple, ce qui se passe à Marseille avec la drogue, c'est un peu ça. Les jeunes, ils sont dans la mer, ils n'ont pas de travail et ils ne savent pas comment faire. Ces gens-là sont considérés comme des délinquants. Et aujourd'hui, la loi Agile Immigration permet à toutes ces catégories de personnes-là d'être expulsées vite fait dans leur pays d'origine. Et surtout, les obligations à quitter le territoire passent de 1 an à 3 ans. Et s'ils ne sont pas exécutés, ça veut dire qu'on a des difficultés à faire des démarches avant 3 années de présence. Les interdictions de retour sur le territoire français, actuellement, avec les associations, les collectifs de sans-papiers et les syndicats, ils disent que si une personne a une interdiction de retour sur le territoire prononcée aujourd'hui, de 2 ans, il faut attendre 2026 pour ensuite commencer à compter. Et entre guillemets, pendant ces périodes-là, il faut que la personne n'obtienne une nouvelle OQTF ou n'obtienne une autre interdiction de retour sur le territoire. Donc,
C'est ça qui rend aujourd'hui tous les démarches administratives en préfecture difficiles pour les migrants. Donc tout ce qui nous reste, c'est d'occuper la rue, de sortir massivement manifester. Je sais que quand on est dans la rue, on est protégé. On est couvert par la manifestation. On est couvert parce qu'on est militant. Les militants français sont très solidaires. Quand ils touchent à des sans-papiers qui militent, ils se mobiliseront pour faire tout pour empêcher l'expulsion de cette personne-là. Donc pour les métiers en tension, je pense que pour l'instant, rien n'est fait parce que la liste qui circule sur les métiers en tension, c'est une liste de 2008 qui a été validée à nouveau en 2021, mais en réalité, rien n'a changé dedans. C'est des géomètres, c'est des médecins, c'est des gens de très grande qualité de métiers qui sont concernés par les métiers en tension. Darmanin à la télé disent que l'aide à la personne, le nettoyage, le bâtiment, ça n'existe pas. Aujourd'hui, en tout cas, je lance un appel à toutes les associations qui nous entendent, qui nous écoutent, de mettre la pression sur le gouvernement. On attend encore cette liste des métiers en tension. Pour l'instant, ça n'existe pas. Les métiers en tension qui circulent sur Internet, dans les différentes préfectures, c'est celle de 2021. Et celle de 2021, c'est la photocopie de celui de 2008, quand nous avons mis beaucoup de pression sur les patrons qui utilisent les gens et qui refusent de les régulariser. Donc, par rapport à l'Union européenne, vous avez parlé beaucoup des accords entre l'Union européenne et ces différents pays. Mais ce que je veux dire, au même moment où ils ont signé des accords avec la Turquie pour 3,5 milliards, ils donnent 1,9 milliard à toute l'Afrique, le fonds fiducial. Et en même temps, conditionné seulement aux pays qui acceptent de reprendre leurs migrants qui sont indésirables en France, en Europe, disons. Donc, voilà, 2 poids 2 mesures. La Turquie seule gagne beaucoup, 2 fois plus que toute l'Afrique réunie. Et là, ce qui se passe, ils ont signé des accords entre l'Égypte est en cours, le Maroc c'est en renégociation encore, la Tunisie c'est fait, la Mauritanie c'est fait, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont en train de le faire d'une autre manière en parlant de lutte contre le terrorisme, entre guillemets, parce que c'est cet accord-là qui a permis à Macky Sall de réprimer les opposants à sa politique. Donc il y a ça, ils sont en train d'encercler en quelque sorte le Sahel où ils sont indésirables. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question migratoire. Et je terminerai pour vous inviter tous à venir manifester le 23 mars avec nous à la place de la Bastille. Pour l'instant, la manifestation n'est pas autorisée, mais nous sommes en discussion, c'est en bonne voie. Peut-être l'itinéraire que nous avons déposé dans un premier temps ne va pas passer par la préfecture parce que le pont de Sully est en travaux, mais nous sommes en train de négocier pour deux itinéraires alternatifs en passant par le pont Marie ou un peu avant l'hôtel de ville pour que nous puissions aller jusqu'au Panthéon. Voilà, merci beaucoup. Il y a des flyers, il y a aussi des documents ici que vous pouvez vous procurer, c'est ça? Voilà, il y a le coupure de Ramadan. Nous, c'est beaucoup plus simple. Il y a une coupure de Ramadan qui est organisée et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues. Hein. On a vu qu'aujourd'hui ou hier, ils ont expulsé une centaine de personnes. Donc, ils seront là massivement. On a besoin de tout ce que vous avez apporté ici. Si on peut en avoir beaucoup à la manifestation du 23, ça serait bien. Merci beaucoup, Sissoko. Qui fait? Oui, c'est bon. Donc, on va directement passer à Franck, donc de la lutte sur le terrain français à la lutte sur le terrain tunisien à Sfax. Franck va nous expliquer comment ça se passe avec Afrique Intelligence et nous parler des conséquences du discours présidentiel sur les migrants et comment ils ont vécu cette situation et surtout comment ça se passe maintenant en Tunisie. Est-ce que laisse-moi faire
échange, mais... Ah. Entre-temps, on peut prendre des questions. Comme ça, si vous avez des questions à nos intervenants, entre-temps. Tu as beaucoup de questions. Bah, donc, vas-y, vas-y, maître. Ouais. C'est bon, oui. Alors, merci pour nos intervenants. Je commence pour les questions pour Halt. Alors, est-ce qu'il y a une documentation au sens juridique et droit de l'homme de ces phénomènes? Vous avez présenté un rapport social plutôt. Est-ce qu'il y a des associations qui ont travaillé sur la documentation juridique, surtout à l'Ariana et Sfax, et cette question d'expulsion et d'attaque contre ces immigrés? Donc, la deuxième question. Alors, vous avez dit, j'ai pas bien compris si cette population d'immigrants que vous avez étudiée ont été jetés à la frontière algérienne, comme c'était le cas pour certains avec les frontières libyennes, ou pas? Ou est-ce qu'il y a un certain comportement des autorités envers l'Algérie qui diffère de la Libye? Donc, la troisième question, il s'agit de... Voilà, donc vous avez dit que le régime criminalise l'aide et le sauvetage. Est-ce qu'on a des condamnations judiciaires ou simplement des représailles des forces de l'ordre? Et l'armée a-t-elle un rôle? A-t-elle joué un rôle dans tout ça? Et la dernière question, où votre rapport est publié? Merci. Est-ce que vous préférez question par question ou tout le monde pose des questions, ensuite je réponds à la fin? Tout le monde à la fin. Oui, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. Le 20 mars, on a toujours fêté, enfants, grands, petits, tout ça. C'était un événement. Il y avait la Tunisie, elle était prospère. Aujourd'hui, ça se passe dans une situation où on parle d'une grande crise économique. On n'arrive même pas à trouver ou à payer un peu les fonctionnaires et les situations de pénurie, tout ça. C'est vraiment, ça m'attriste énormément. Le deuxième point, la deuxième remarque, c'est quand un homme d'État parle de racisme, c'est énorme. L'impact que ça peut avoir, et ça libère tous les freins racistes dans la société. On l'a vu ici, François Hollande, quand il a parlé de deuxième génération d'échéance de nationalité, ça n'a pas touché les terroristes. Ça a touché les jeunes de deuxième ou troisième génération. Ça a réveillé des actes racistes en Corse et tout ça. Et nous sommes en train de les subir comme étrangers ici. Ce qui s'est passé, l'impact, vous n'en avez pas beaucoup parlé, il y avait beaucoup qui étaient stabilisés, qu'ils soient étudiants, comme il a dit Sissoko, soit dans le cursus, ou bien ils ont terminé leurs études, mais ils étaient parfaitement intégrés dans leur métier, dans leur fonction, dans leur foyer. Ils étaient attaqués dans leur immeuble. Ils ont dû se barricader. C'était inhumain. Et ça, c'est l'État qui supervise ou qui laisse faire. C'est pas digne de la Tunisie, et c'est pas digne de 20 mars. Et les gens qui sont battus pour la libération de la Tunisie ne sont pas battus pour ces valeurs-là ou ces États-là. Ça, il faut le marquer, il faut le dire, et ce n'est pas digne de nous. Nous, ici, quand les sans-papiers en France, quand ils traversent les Alpes et qu'ils meurent de faim, nous, on se manifeste directement devant le ministère de l'Intérieur ou du ministère. C'est inhumain. Vous n'êtes pas en train de respecter des lois fondamentales de l'humanité. Et ce n'est pas possible ce qui arrive aux subsahariens en Tunisie. Et cette vague de racisme, les premiers responsables de l'État, ils ont une plus grande responsabilité, plus grande que le peuple. Certains sont éduqués, d'autres pas, mais qui se libèrent à des trucs un peu d'instinct, alors que les gens qui sont éclairés et qui les dirigent, ils devraient retenir un peu leur langage.
Ça, c'est un point important à mentionner et qui nous marque et qui nous impacte. Le deuxième point, c'était par rapport à Dublin 3. Et dans Dublin 3, il était question que certains États ils peuvent trouver des arrangements avec individuellement les États de l'Europe qui peuvent trouver des arrangements. Et ça a permis à Meloni d'essayer de trouver. Et je crois qu'il y a des choses à faire au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup que le Parlement de l'Europe puisse jouer un rôle beaucoup plus important de contrôle et de frein à cette voie qui utilise tous les pays du Sud juste pour garder les frontières, ce qui n'a pas de sens. Et que ce soit au niveau économique, soit au niveau du projet, soit au niveau du futur et tout ça. L'essentiel, on revient, il y a le respect des droits fondamentaux, des droits humains, et après, donc, aussi accueillir les gens et les respecter dans leur dignité. Ici, on se bat pour beaucoup de droits sociaux et économiques, mais aussi on se bat également pour des droits politiques des étrangers en France et en Europe. Ces droits-là sont acquis dans la moitié des pays européens, et on sait que ça se passe ici en France. Il y a une dernière question pour l'ami Khaled. On a entendu qu'il y avait beaucoup de pression de migrants qui étaient poussés vers la Tunisie. Au début, à la veille de ce discours-là, il y a eu beaucoup de pression de l'Algérie vers la Tunisie. Je ne sais pas quelle est la véracité de ce genre de discours. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci. C'est bon. C'est bon. Merci pour les remarques, les questions, mais il y a des questions comme les questions du thèse du doctorat. Pour le rôle des associations, ou bien les actions collectives, quelles que soient les régions aériennes ou bien Sfax, oui, il y a essentiellement les actions de la solidarité entre les militants et les activistes, quelles que soient aériennes, Sfax, ou bien dans les régions intérieures, essentiellement aujourd'hui, dans la région du Gasserine, parce que le Gasserine est à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Est-ce que pareil, la situation et les conditions comme la frontière tunisienne, libyenne et tunisienne-algérienne, je pense pas pareil. Parce que la situation à la frontière et les déserts libyennes est très difficile par rapport à l'Algérie. Et c'est difficile aussi pour fournir l'aide humanitaire pour les migrants à la frontière tunisienne-libyenne. Parce que l'accès à la frontière tunisienne-algérienne est facile par rapport tunisienne-libyenne. Et pour la criminalise les opérations de sauvetage. Le gouvernement tunisien criminalise les opérations de sauvetage par la loi 2004 essentiellement. Parce que dans la loi en 2004, il ne trouve pas les mots comme réfugiés et migrants, mais plutôt les documents du voyage. Mais le plus important, il criminalise des opérations de sauvetage essentiellement du départ aux périodes de Matteo Salvini en Italie et avec Luciana Lamorgese, le ministère de l'Intérieur en Italie. Et pour la gendarmerie algérienne pousser les migrants à travers la Tunisie, je pense qu'il y a une crise politique et diplomatique entre les pays marocains et les pays d'Afrique pour la stabilité des crises migratoires entre les pays d'Afrique et sous l'influence ou bien la pression des politiques migratoires de l'Union européenne. Et merci. Après, je ne voudrais pas empiéter sur... Non. J'ai juste quelques petites remarques par rapport aux diverses réflexions qui ont été transmises ici. La première, c'est qu'effectivement, la Turquie a très bien négocié sa coopération avec l'Union européenne. En réalité, c'est 6 milliards
qui ont été négociés. Contre 140 millions, par exemple, pour le Niger, dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence. Donc vous voyez, ou alors c'est que le Niger n'a pas bien négocié. Par rapport aux pays africains et à la collaboration avec l'Union européenne, effectivement, là, on est dans une époque de forte collaboration, et c'est toujours par le contrôle migratoire, puisque là, actuellement, l'Union européenne, elle cherche à négocier des accords de statut, des status agreements avec le Sénégal et avec la Mauritanie, et pour déployer l'agence européenne Frontex. C'est l'agence de surveillance des frontières extérieures. Alors maintenant, on l'appelle l'agence de garde-frontières et de garde-côtes européen. Le Sénégal, sous la pression de la société civile, en tout cas on est mal pensé, a rejeté cet accord de statut pour l'instant. Elle propose plutôt des accords techniques, des arrangements de travail, etc. Mais par contre, la Mauritanie aurait donné son feu vert, donc c'est à suivre. Donc effectivement, il y a de l'argent à la clé, clairement. Donc ça, c'est pour l'aspect financier. Par ailleurs, ce que vous disiez sur Dublin, la relocalisation. Bon, alors Dublin, est-ce que tout le monde ici est familier? Règlement Dublin qui impute la responsabilité de l'examen de l'asile au premier pays européen foulé, qui est clairement inique, puisqu'il fait peser une pression sur les pays qui jouxtent la frontière extérieure de l'Union européenne. Et donc, du fait de, et là ici je ne parlerai pas de crise migratoire évidemment, mais plutôt d'une crise de l'accueil, une crise des politiques migratoires européennes telle qu'elle s'est donnée à voir en 2015. Là je fais juste une petite parenthèse. Dernièrement, dès qu'on voit des exilés arriver aux portes de l'Union européenne, on utilise la rhétorique de la crise. Or, c'est pas possible d'utiliser tout le temps la rhétorique de la crise, d'une part parce que ça induit une urgence et donc une réponse qui devrait être immédiate et éphémère. Alors qu'en fait, évidemment, la mobilité, elle est de tout temps, c'est un droit fondamental. Et donc, je ne parlerai pas de crise migratoire ici, je ne reproduirai pas en tout cas le langage de l'Union européenne. Donc en 2015, lors de cette crise de l'accueil, Dublin a été mis en suspens et c'est un processus de relocalisation qui a été mis en œuvre, qui est un échec patent, puisque sur environ 190 000 demandeurs d'asile, 1 million d'arrivées aux portes de l'Europe, sur 512 millions d'habitants, ça représente 0,2%, à l'époque 28 États membres. Donc 1 million d'arrivées, on se dit qu'on va relocaliser environ 190 000 personnes. Le processus de relocalisation, il a concerné moins de 35 000 personnes, donc un échec patent. On a renégocié un Dublin, alors même qu'il avait montré toutes ses limites, évidemment. Et maintenant, on parle de solidarité flexible. Alors la solidarité flexible, c'est sympa. C'est la possibilité soit d'opter pour l'accueil, soit d'opter pour le renvoi financé. Quand on voit l'échec patent du processus de relocalisation, on peut bien imaginer que, et notamment le pacte européen asile et migration reparle de cette solidarité flexible, mais qui est un concept un petit peu ancien déjà. Quand on voit l'échec patent de la relocalisation, on peut bien imaginer que les États européens qui ne veulent plus accueillir, qui ne veulent plus répondre à leurs obligations, y compris pour des personnes en quête de protection, ne vont jamais opter pour l'accueil. Donc la solidarité flexible, en gros, ça veut dire financer les renvois. On parle du rôle du Parlement européen qui devrait être renforcé. Nous aussi, hein, on l'appelle de nos voeux, hein, ce renforcement. Et pourtant, les perspectives ne sont pas formidables avec les élections européennes de juin, puisque vous le savez, on s'attend à une déferlante de l'extrême droite. Et donc, voilà, il va falloir se mobiliser et trouver réinventer aussi nos mobilisations face à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au racisme donc, qui s'est donné à voir en Tunisie, la situation elle est très difficile pour les personnes exilées, elle est très difficile pour les personnes qui les soutiennent, pour les militants qui subissent des pressions et des intimidations après des prises de position en faveur des personnes exilées, notamment à la suite du discours du président. Et il y a des militants qui ont été arrêtés, évidemment je ne vous apprends rien, hein, dans le cadre de la loi antiterroriste.
Donc ces pressions, elles continuent. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on puisse se mobiliser, évidemment en faveur des personnes exilées dont les droits sont bafoués au quotidien, mais aussi en faveur des militants qui prennent position en leur faveur. Et par rapport à l'Algérie, en tout cas nous, de ce qu'on a pu comprendre par rapport à ce phénomène, c'est qu'il y avait une instrumentalisation de la question migratoire pour des motifs clairement politiques, puisque l'Algérie, elle avait dérouté finalement des personnes en provenance de l'Afrique subsaharienne qui arrivaient en Algérie, qui comptent des frontières avec l'Afrique subsaharienne, vers la Tunisie, qui, elle, ne compte pas ce type de frontières. Donc voilà, et il faudrait qu'on étudie davantage cette question, mais il me semble qu'il y a quand même de la documentation là-dessus. Voilà. Merci. Donc, je ne sais pas si Franck est prêt. Sinon, oui, monsieur. Par rapport à l'Algérie, je crois que l'instrumentalisation des migrants, elle est constante dans la politique algérienne. On l'a vu pas seulement avec la Tunisie, avec le Maroc, par exemple, dans le conflit entre le Maroc et l'Algérie, il y a ce phénomène de jeter sur les frontières et de jouer sur les migrants pour les pousser vers le Maroc et le Maroc vers l'Algérie. Donc ça a été toujours comme une constante des politiques algériennes et de la région en quelque sorte. Et l'Algérie, manifestement, elle a joué un grand rôle dans la crise migratoire de l'année dernière en Tunisie. Et ça, tout le monde l'a constaté parce que au plus fort, au moment où on chassait, on fait la chasse aux migrants, on voyait des migrants qui venaient d'Algérie vers la Tunisie. Donc c'est assez absurde, si ce n'est pas poussé par les autorités algériennes. Et c'est volontairement. Donc malheureusement, un ami algérien devait nous rejoindre aujourd'hui. Bon, on n'a pas pu l'avoir, qui devait nous parler de ce phénomène-là, de l'instrumentalisation des migrants par le gouvernement algérien. Merci, Dean. Est-ce que c'est bon ou non? بابا الله السلام عليكم بابا الله هل تسمعنا؟ تفضل أستاذ. هل تسمعنا بابا الله ولا ايه؟ السلام عليكم، يسعد مساكم الله. كيف حالكم؟ كيف حالك أنت؟ هل أنت بخير؟ عندي تغطية ضعيفة شوية الشبكة. هل تسمعنا أو لا تسمعنا؟ هل يمكن أن تقعد فيديو تنحي الفيديو تحذف الصورة؟ هل يمكن أن تحذف الصورة والله؟ كي نسمع صوت القطع لأن الشبكة سيئة. اسمع فينا والليهم ماهوش قاعد يترجم. تبيبك يا شاء الله.
على مواضيع التي تحصل هنا في تونس. Bon, est-ce qu'on peut prendre la question de l'AG en attendant en attendant un miracle? Non, ouais. Alors, entre-temps, on prend la question de... De toute façon, j'ai une autre chose à me tourner. Ragé, si voilà, tu peux poser ta question en attendant. C'est pas grave. D'accord, en fait, ce que je voulais préciser, il y a deux choses que je voulais préciser. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est du pur racisme. C'est pas de l'exonophobie. C'est un racisme anti-noir tout court. En Tunisie, il y a toujours eu des émigrés. Actuellement, on me parle des dizaines de milliers d'Algériens et de Libyens et de Marocains, d'Égyptiens, de Français notamment, de beaucoup d'expats. La campagne a été totalement contre les Noirs. Je précise, dans un pays quand même africain. C'est une campagne anti-noir, c'est du pur racisme, c'est pas de l'exonophobie. Donc c'était contre la peau noire. Moi, ce qui m'a choqué dans tout ça, quand je vois l'itinéraire de certains qui traversent des déserts, qui vendent leurs maisons, leurs chèvres, leurs trucs, déjà, c'est la première porte, si on peut dire, vers l'Europe, la Tunisie. Elle les accueille de cette façon. Le chemin n'est pas fini parce qu'il y a encore la mer arrivée en Europe, s'ils arrivent déjà et tout. C'est vraiment l'humanité où elle peut arriver. C'est-à-dire, on n'oublie pas qu'on est en 2023. Donc, on pensait que ces pratiques-là, c'était en Moyen-Âge, pas en 2023, dans un pays, si on peut dire, développé, population relativement éduquée. En fait, à cause de ça, on a découvert qu'on a vécu avec des personnes qu'on n'a jamais connues. Moi, je découvre un autre peuple que je n'ai jamais connu. D'où vient ce racisme-là? Mais il y a une réponse à ça, c'est que quand même, à la tête de l'État, je tiens aussi à préciser ça. C'est une première, je pense, dans l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'un président a un discours comme ça. Parce qu'en fait, on sait que le racisme, discrimination, xénophobie, ça existe malheureusement partout. Mais généralement, les gouvernements, l'État ou les responsables ne le disent pas aussi clairement. Au Maroc, il y a beaucoup de racisme qui se passe, partout malheureusement. Mais généralement, si un chef d'État ou un président qui intervient ou parle, généralement pour calmer, même si les pratiques, même si la politique officielle, elle est raciste, on le sait ce qu'ils font envers les immigrés et tout, mais un discours aussi quand même choquant, on n'a jamais vu ça vraiment. Et moi, c'est ce que je retiens de ce qui s'est passé il y a plus. C'est pas il y a un an. Nous, on a découvert ça peut-être, publiquement, on a découvert ça il y a un an. Mais ça se passait. Moi, j'entendais des gens ce qui me choque le plus, c'est que des gens qui ont un certain niveau. Comme quoi, les diplômes ne font rien, en fait, hein, quand on est vraiment bête. Des gens qui disent, je connais par exemple des universitaires tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui a parlé, des étudiants africains qui venaient en Tunisie, des universitaires qui travaillaient dans des universités privées. Ça veut dire qu'ils avaient leur salaire grâce à ces immigrés-là, qu'ils avaient un discours, mais vraiment qui choque. Genre, depuis qu'il y a ces noirs-là, il y a des maladies. Depuis qu'il y a ces noirs-là, les prix ont augmenté. Enfin, le discours de l'extrême droite qu'on entend un peu partout. Donc, franchement, moi, si je garde, c'est-à-dire deux choses de tout ce qui s'est passé. Merci pour tous les chiffres, hein, tout ce que vous avez dit, les détails et tout. Mais les deux grandes lignes que je garde, c'est vraiment du pur racisme anti-noir. Et c'est surtout le discours de racisme et de haine affiché clairement, sans aucune gêne,
Vraiment, franchement, c'est ça que je garde depuis. Et je n'arrive pas, je pense qu'on a en cours, l'humanité, elle a beaucoup de choses encore à faire pour oublier ça et redémarrer à nouveau, si on peut dire. Mais franchement, l'humanité, en fait, elle est en train de reculer énormément. C'est un discours qu'on n'entendait pas quand même il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a même 15 ans. Et moi, je dis, peut-être, hein, c'est mon analyse personnelle, mais ce peuple-là, aujourd'hui, tunisien, moi je suis d'origine tunisienne, et je pense que j'ai pas vu ça quand il y avait un discours à la tête de l'État il y a une dizaine d'années, quand on a reçu à la fois 300 000 Libyens dans un petit laps de temps de quelques mois. Bah, les Tunisiens, c'était généreux envers les Libyens. Parce qu'à l'époque, on avait plus de discours de solidarité qui sonnaient aux oreilles du peuple, peut-être, hein, c'est une analyse personnelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait ? C'est le même peuple, normalement, au bout de 10 ans, on n'a pas changé. Hein, donc, tu sais, regarde. Non, mais tu sais, t'as bien fait de dire ça parce que c'est ce qu'on disait. Alors, les personnes qui ont les chiffres, ils peuvent garantir que les Noirs venaient avec leur argent aussi. Que même, j'ai entendu Kais Saïd, à un moment, il disait reprocher les mandats Western Union qui arrivaient, mais il ne comprenait pas que ça faisait tourner l'économie en Tunisie. Ils n'arrivaient jamais, en fait, sans argent. Déjà, et même quand ils arrivent, c'est pour faire tourner l'économie. On les exploitait en plus. Ça ne nous dérange pas d'exploiter les gens. J'ai vu des gens qui louaient l'ambre d'un olivier quand même où on arrive, quoi. C'est pas comme si ici en France sur le trottoir on peut louer pour un mendiant l'endroit mais il y a des choses que donc merci d'avoir précisé ça parce qu'en fait quand ils arrivaient pas pauvres, c'est pas vrai, et même les pauvres parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent sur le chemin, et quand ils arrivaient ils venaient travailler, on les exploitait, on les faisait des travaux très durs pour des bouchées de pain vraiment, et voilà, donc merci Rabia. Merci Rajé. Pour une fois, tu ne m'as pas arrêté, heureusement. Donc, juste si, je ne sais pas si on est prêt ou non, mais je profite quand même de ce temps-là pour poser deux questions à Khaled et à Brigitte. Alors pour Khaled, est-ce que la situation depuis, elle a évolué ou non, ou ces personnes ils sont toujours là? Et surtout, je sais qu'à Sfer, Salah Amra, il y a une situation qui est presque similaire. Est-ce que les choses ont évolué ou non? Et est-ce que, en discutant avec les personnes, comment eux ils voient la solution? Est-ce qu'ils comptent rester là-bas? Est-ce qu'ils sont contrôlés? C'est-à-dire s'ils essayent de quitter pour revenir à Sfax ou revenir à Tunis, est-ce qu'ils peuvent ou ils ne peuvent pas? Qu'est-ce qu'ils risquent, etc., etc. Et pour Brigitte, ma question c'est, la Turquie a signé, c'était en 2016. Donc normalement, il y a des résultats de cette stratégie. Donc la Tunisie, elle vient de signer. Je veux juste savoir, c'était quoi les résultats au niveau de la Turquie pour qu'on puisse imaginer, nous, Tunisiens, les résultats de ce MOU. Voilà. Donc je laisse la parole à Khaled et ensuite, voilà. Oui. Oui, jusqu'à maintenant, il y a des migrants bloqués à la frontière tunisienne-algérienne, essentiellement dans les montagnes de Tibessa, à la près de Touzer. Mais de façon générale, la situation actuelle pour les migrants et l'horizon aussi est bloqué, quel que soit entre la Tunisie et l'Algérie, ou bien entre la Tunisie et Libye. Et surtout, il y a la logique de la milice libyenne. Je n'ai pas compris l'idée de la Milice libyenne. Non, l'idée, ça veut dire comment ils se manifestent. Il risque beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration. Et les migrants aussi, et prison, quel que soit par le gouvernement tunisien ou bien par la milice libyenne. Milice libyenne, ouais. Alors, pour ce qui est du pacte entre l'Union européenne et la Turquie, alors ça dépend de quel point de vue on se place. Hein, du point de vue de l'objectif affiché, c'est assez mitigé comme résultat. Clairement, de notre point de vue à nous de la société civile, c'est un échec terrible, hein, puisque ça signifie... Alors déjà, c'est donc, comme je le disais, le premier jalon de l'externalisation par la soft law.
Et puis c'est surtout le premier jalon de l'externalisation, enfin pas le premier, mais en tout cas, de la même façon qu'on parle de racisme décomplexé, le premier jalon décomplexé de l'externalisation de l'asile, puisque ça... Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, ça a signifié que les personnes qui arrivaient sur le territoire grec étaient renvoyées vers la Turquie. Vous imaginez? D'abord, on parvient à entrer sur le territoire européen et on est renvoyé hors de l'Union européenne. Par ailleurs, la Turquie, malgré les tentatives de l'Union européenne et même de la Grèce, ne peut absolument pas être considérée comme un pays tiers sûr. Et donc, ça a signifié beaucoup de violations des droits. Et par ailleurs, ça a créé de la macro-détention aux portes de l'Union européenne, puisque c'est le début de l'approche hotspot, et donc des camps en Grèce, et notamment des camps sur les îles égéennes, donc les hotspots. Alors, vous savez que ces camps ont été considérés comme le retour des camps de réfugiés sur le territoire de l'Union européenne. On n'avait pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. À une certaine époque, près de 40 000 personnes croupissaient dans ces camps des îles égéennes. Donc cette déclaration UE-Turquie, oui, elle a bloqué, elle a entravé les personnes migrantes et elle les a cantonnées sur des îles-prisons qui sont devenues des espaces absolument carcéraux, indignes pour les personnes migrantes. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces partenaires de l'Union européenne, elles ont utilisé les mêmes moyens qu'elles, c'est-à-dire qu'elles se sont retournées vers l'Union européenne, elles ont utilisé le marchandage et le chantage par rapport à l'Union européenne, et notamment la Turquie. La Turquie, souvenez-vous, en mars 2020, à l'époque, elle est furieuse de ne pas recevoir l'appui des pays européens dans son intervention militaire en Syrie. Et donc, elle ouvre sa frontière avec la Grèce. Elle suspend de facto et de façon unilatérale l'arrangement UE-Turquie et elle laisse passer environ 13 000, les presses même, 13 000 personnes. Elle va affréter des bus pour laisser passer environ 13 000 personnes. Pour elle, c'est un moyen de pression et ça va très bien fonctionner auprès de l'Union européenne qui va s'empresser de renégocier une deuxième partie de l'arrangement UE-Turquie. Sachez que celui-ci, il est suspendu depuis mars 2020. Il n'y a plus d'expulsion de la Grèce. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a plus de renvoi vers la Turquie depuis la Grèce. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé dans un phénomène de macro-détention en Grèce, puisque la Grèce, elle a signé très peu d'accords bilatéraux pour pouvoir renvoyer vers les pays d'origine. Et donc, son sas, c'était la Turquie. Or, la Turquie, elle a refusé de récupérer les personnes qui n'avaient plus de droit au séjour, en vérité, qui n'avaient pas été, qui ne s'étaient pas vu octroyer le statut de réfugié, en tout cas qui n'avaient pas de protection internationale en Grèce. Donc, ça marche oui et non. Enfin, ça dépend encore une fois de quel point de vue on se place. Maître, tu as une question? Merci, maître. Alors, bon, en fait, l'idéal aurait été que les pays du Sud ou du Maghreb, au moins, aussi dans l'Union européenne, négocient avec l'Europe pour avoir une certaine symétrie dans les négociations. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, la Tunisie aussi n'a pas de vue stratégique sur la question. Mais l'Europe aussi. Moi, j'étais dans la commission qui négociait pour l'ONAT, l'Ordre national des avocats, la question de l'ALECA. Alors, on avait les accords de partenariat de 90 et on a ce projet d'ALECA. Et puis, ils nous disent non, pour la mobilité, il y a un accord sur la mobilité. Et puis, ils nous disent non, pour la mobilité, ce sera la politique de voisinage. Et puis, ils nous disent non, on va reformuler l'ALECA dans un autre sens. Et puis, on finit à laisser l'ALECA. Donc, ce que je veux dire, que l'Europe aussi ne sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a pas vraiment une stratégie.
Alors, pour ce mémorandum, on a entendu beaucoup de bruit, un bal diplomatique, allez-et-vient entre Rome et Tunis, et pour finir à la fin, parler de partenariat, un partenariat, ça se fait pas en un mémorandum. Et puis si on lit ce mémorandum, vraiment c'est n'importe quoi. Il n'y a rien. On insinue sur peut-être des arrangements sous table, oui, mais il n'y a rien. Et puis pour le rapatriement des immigrés non tunisiens, la coopération de la Tunisie est sollicitée. Pourquoi? Si ce n'est le programme et justement, comme on l'a amendé, les accords de Dublin qui tolèrent maintenant le retour à un pays de transit sûr. Donc, et on veut garder cette image-là pour la Tunisie, malgré les violations des droits de l'homme, pour qu'on peut faire ce rapatriement à la Tunisie, rapatriement entre guillemets, ce retour à la Tunisie, parce que ce n'est pas le pays d'origine de ces immigrés. Bon, pour ce qui est droits de l'homme, justement, on a l'article 2 de l'accord des partenariats. Et si on respecte le parallélisme des formes, on ne va pas amender un accord de partenariat par un memorandum of understanding. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe aussi patauge et ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut. Et si on adopte les mêmes mesures et la même expérience, la violation des droits de l'homme, on a vu avec Ben Ali. C'était un gardien avec un bâton assez... mais à la fin, si on s'obstine à refaire l'expérience, qu'est-ce qu'on va trouver si ce n'est les mêmes résultats? Voilà, c'est pas ce que vous pensez à ces propos. Bah, je pense effectivement que ce n'est pas du tout un partenariat égal. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Hein. C'est que c'est de l'inégalité totale et que le rapport de force, il est perdu. Alors, je ne sais pas si l'Union européenne patauge. Il me semble qu'elle s'est fixée comme cap la répression et que ça fonctionne bien, la répression. S'il y a bien un sujet d'accord entre les États membres, c'est la répression. Et ils se sont. Alors il y a beaucoup de divergences au sein de l'Union. Et d'ailleurs le pacte, l'un des arguments du pacte européen asile-immigration, c'est de ressouder les membres et de retrouver un lien de confiance. Et au milieu de toutes ces divergences, les divergences, elles sont autour de l'accueil. Et le seul point d'accord, de convergence, c'est la répression. Et ça fonctionne avec l'ensemble des États non européens avec lesquels négocie l'Union. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'elle patauge. Clairement, alors on peut se dire effectivement que sa stratégie, elle n'est pas bien ficelée. Encore une fois, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais en tout cas, il me semble que l'inégalité du partenariat, elle est totale, elle est claire. Le rapport de force, il est clairement au bénéfice de l'Union européenne, qui sait comment négocier avec tel et tel partenaire. Avec la Turquie, elle a négocié, par exemple, au-delà de l'argent, des exemptions de visa, ou même l'adhésion à l'Union européenne. Elle a fait miroiter ça. Elle fait miroiter ça depuis... combien de temps personne n'est dupe. La Turquie, a priori, ne va pas intégrer l'Union européenne de sitôt. Donc, avec la Tunisie, c'est pour ça que je parlais d'une aide financière à point nommé, elle a su venir quand il le fallait pour apporter ce dont la Tunisie avait besoin. Et donc, la Tunisie va remplir sa part, a priori, elle remplit sa part du contrat. Voilà, donc inégalité, c'est sûr. Manque de stratégie, je ne sais pas. A priori, la stratégie, elle est quand même clairement répressive. Et ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui. Si c'est pour clôturer. Oui. Juste, tout à fait. Moi, je suis de l'avis de Brigitte. C'est que
l'Union européenne, sur le plan répressif, sur le plan externalisation des frontières, ils sont tout à fait alors homogènes. Et le pacte européen, il vient de le confirmer, qui vient d'être voté au Parlement européen il n'y a pas longtemps, adopté. Oui, l'accord, oui. Et il faut le dire, en Tunisie, on n'a pas de clairvoyance, on ne sait pas quoi faire. Même les négociateurs, ils ne savent pas négocier, ils ne savent rien, ils n'ont rien, ils n'ont pas de feuille de route, ils n'ont rien du tout quand ils vont négocier vis-à-vis des autorités européennes. Mais il faut le dire que depuis 2014, que l'Europe fait pression sur les gouvernements qui se sont succédés en Tunisie pour faire accepter l'externalisation des frontières, et tous les gouvernements ont refusé officiellement, jusqu'à le pacte là qui vient d'être signé avec la Tunisie, avec ce gouvernement. Bon, ils refusent officiellement, mais en vérité, tous les ingrédients étaient déjà réunis de longue date. Hein. Le partenariat pour la mobilité en 2014, l'argent. En fait, tout est passé aussi par une coopération bilatérale avec l'Italie. L'Italie qui finançait la Tunisie pour le contrôle des frontières, l'argent était aussi injecté par l'Union européenne. Et donc, en fait, c'était indirectement. L'Union européenne, elle finance l'Italie, qui finance la Tunisie. Donc, en vrai, elle clamait haut et fort qu'elle ne voulait pas devenir le garde-frontière de l'Union européenne, alors qu'elle l'était déjà depuis bien longtemps. C'était un effet d'annonce, c'était une posture. Oui, je m'excuse, je suis arrivée en retard. Donc c'était un peu par rapport à tous ces migrants qui vont chercher à partir. Aujourd'hui, est-ce que l'accord avec la Tunisie permet de renvoyer vers la Tunisie des migrants qui sont passés par chez elle ou pas? Parce que ça, c'est pas très clair. Bon, pour les ressortissants, bien sûr, tunisiens, c'est évident. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, l'Europe est confrontée aussi à une question, que ce soit la France ou que ce soit l'Italie, c'est que comme certains nombres de pays, comme notamment le Mali, refusent de récupérer les migrants qui sont arrivés illégalement sur le territoire européen, donc l'objectif, effectivement, quand on dit c'est le tout répressif et qu'on veut se débarrasser de tous les migrants illégaux, tout est bon pour arriver à les refourguer à un autre État. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est effectivement de tous ceux qui sont passés par la Tunisie. Est-ce qu'ils peuvent être renvoyés vers la Tunisie? Et quelle est aujourd'hui la situation, enfin je n'ai pas bien entendu non plus, la situation réelle de tous ces migrants subsahariens en Tunisie même. Il y en a certains qui sont dans des camps, etc. Mais tous ceux qui ont échappé, dirons, je veux dire, à la vindicte populaire ou à la répression policière, quid de tous ces migrants subsahariens en Tunisie aujourd'hui? Quelle est leur situation réellement sociale, économique, etc. Je pense que tu as les éléments de réponse sur cette question. Sur la partie mémorandum, est-ce que les non-tunisiens vont être réadmis en Tunisie ou non selon le mémorandum? Brigitte, pareil, si tu as des éléments de réponse. Oui, les catégories les plus touchées dans les mémorandums, quel que soit pour les expulsions, ou bien d'arrêter les migrants en Méditerranée ou bien à la frontière, c'est les migrants subsahariens et les plus touchés, les femmes et les enfants les plus frustrés. Mais de façon générale, les mémorandums comme une barrière de Berlin entre des pays de l'espace Schengen ou bien de l'Union européenne et les pays du Sud, quelle que soit la Tunisie ou bien autres des pays africains. Alors ce mémorandum est un symbole de l'inégalité de visa, bien pas de circulation, de la liberté, pas respecter l'article 13 des droits de l'homme et la liberté de la circulation.
Alors, ce mémorandum renforce, quelles que soient les expulsions des Tunisiens de l'espace Schengen vers la Tunisie, ou bien aussi entre les pays des Africains. Alors, la Méditerranée est restée toujours comme un théâtre de tragédie. C'est ça, je pense, le résultat, ou bien l'impact du mémorandum sur la Tunisie et concernant la question de la migration. Merci. Alors, il est clair que l'Union européenne, elle veut confiner toutes les personnes considérées par elle comme indésirables, y compris de plus en plus les personnes en quête de protection, dans des pays dits tiers, et donc non membres de l'Union européenne. Elle aimerait bien obtenir des pays d'Afrique du Nord, notamment, cet engagement à ce qu'ils restent et à faire, comme elle l'avait fait, pression sur le Maroc à l'époque pour qu'il devienne le centre de rétention de l'Union européenne. Et donc elle aimerait beaucoup négocier un accord de réadmission pour toutes les personnes qui sont passées par la Tunisie, donc pour toutes les personnes en transit. Ce mémorandum, et il le dit bien, dit que la Tunisie ne serait tenue d'accepter que le retour de ses propres ressortissants et non des autres. Pour autant, c'est bien le vœu de l'Union européenne, et donc elle propose que pour les autres, eh bien, ça se fasse sur une base volontaire, avec le soutien de l'OIM et du HCR. On sait bien ce que ça veut dire, en vérité. Évidemment, contre rétribution, il est écrit qu'il ne sera pas demandé à la Tunisie d'accueillir sur son territoire d'autres nationalités qui se sont vues refuser la possibilité de chercher refuge dans l'Union. Ça, c'est le discours officiel. Clairement, elle aimerait beaucoup faire de ces États tampons des pays au-delà de faire des pays de blocage, des pays de stockage. Et donc qu'ils réacceptent toutes les personnes qui, dépourvues de droit de séjour, ont été expulsées par l'Union européenne. Elle n'arrive pas à obtenir un accord clair de la part des pays africains qui ne veulent pas, et qui l'ont dit, devenir officiellement le hotspot de l'Union européenne. Pour autant, ils jouent le jeu contre les contreparties, comme je l'ai dit, qui ne sont pas qu'économiques, hein, qui peuvent être commerciales, qui peuvent être politiques. C'est très sibyllin, et c'est tout l'enjeu justement de ces arrangements et de ces accords informels qui passent par plein d'autres choses et qui, hors papier, sont négociés à la carte par l'Union européenne. Merci Brigitte, et avec ces mots on arrive à la fin on arrive à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. Et pour terminer, la répression des migrants rentre dans un cadre un peu plus global qui est la répression en Tunisie. Donc de toute personne qui n'arrange pas le système actuel et le président. Et dans ce jour d'indépendance et qui symbolise fortement la liberté, on souhaite la liberté de tous les détenus politiques aujourd'hui qui sont dans les prisons tunisiennes pour des raisons d'opinion, pour avoir dit non. Voilà, c'est toujours de la répression du différent, la répression de celui qui ne ressemble pas à ce qu'on veut. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a 68 ans, on a été libre. Et on souhaite que très prochainement, on ne souhaite plus de liberté pour personne, parce que tout le monde sera libre. Donc voilà. Et merci beaucoup pour votre présence, et à très très bientôt.